Bonjour Lisa. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler justement de ta marketplace, qu'est-ce que c'est et depuis quand tu l'as lancée? Donc TPH c'est un réseau mais c'est aussi une plateforme digitale qui permet en fait aux consommateurs et aux personnes qui adorent les friperies d'acheter dans des friperies dans le monde entier. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, vous pouvez acheter dans une friperie à Londres, à Paris, à New York et dans d'autres villes du monde. Donc on a créé ce réseau qui est un des premiers réseaux dédiés au vintage en ligne en fait. Et j'avais vu une série sur Netflix. Girlboss. Oui, est-ce que à travers la série qu'on a pu voir sur Netflix, eh ben, ça reflète un peu l'histoire, ton histoire et la manière dont tu as créé la marketplace? Plus ou moins. Par contre, j'ai pas le même ego que la personne qui est derrière la marque Girlboss. Par contre, c'est vrai que pour nous, ça a été intéressant parce que ça a apporté. De plus en plus de personnes en fait veulent commencer à monter leur business vintage. Ils vont dans des friperies, acheter leurs vêtements et les revendre en fait et rajouter de la value à ces produits. Donc, de plus en plus de vendeurs vintage commencent en fait à s'intéresser à ça. C'est une tendance qui grandit du coup. Et la question que je me posais, c'est quel a été le premier pas pour lancer la marketplace? C'est-à-dire, est-ce que tu as commencé par toi-même à vendre quelques produits sur internet et tu as vu que ça grandissait, du coup tu t'es dit bon, je le fais sans créer l'entreprise et après je crée l'entreprise et là je fonderai la marketplace, le site web et tout ce qui va avec. Quel a été le déroulement? Le déroulement, ça n'a pas du tout rien à voir avec ce qu'on a pu vendre dans Girlboss. J'ai pas essayé de vendre mes propres produits. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé dans une autre marketplace qui avait aucune démarche durable. Ça m'a perturbée. Je me suis rendu compte qu'il fallait en fait que je trouve une raison plus importante de me lever le matin et d'aller travailler, de dépenser mon énergie. J'ai travaillé 10 ans en fait, dans tout ce qui est innovation et technologie. Et je suis pas, j'aime beaucoup le vintage, mais je suis pas une fashionista ou quelque chose qu'on n'a pas de. Moi, je viens avec des outils et je me suis rendu compte qu'en fait cette industrie que je connaissais parce que ça m'intéressait pouvait en fait évoluer et on pouvait en fait créer une alternative à tout ce qui est fast fashion et ces trucs là. Donc voilà, c'est pour ça en fait que j'ai créé le marketplace. C'était pas pour faire évoluer mon intérêt dans la mode, c'était pour faire évoluer une industrie entière. Okay. Quel a été ton parcours et comment t'es arrivé ici à Stockholm? Donc j'ai commencé à Strasbourg, je travaillais dans des agences de com à Strasbourg en tant que designer. Et ensuite, après 2-3 ans, j'ai bougé à Berlin en tant que consultante dans différentes startups. Et ensuite, j'ai commencé à bosser dans une startup fashion tech, je sais pas comment on dit en français, avec qui j'ai commencé en tant que designer produit. Donc j'ai développé toute leur plateforme, donc, du site aux applications et tout ça. Et après 3 ans ou 2 ans et demi dans cette start-up qui s'appelle Outfittery, j'ai décidé de faire évoluer ma carrière. Et donc après passer 3 ans à Berlin, j'ai décidé de bouger sur Stockholm pour découvrir une autre culture, mais aussi pour découvrir d'autres connaissances et faire évoluer ça. Donc j'ai bossé pour le marketplace à Stockholm. Il existe d'autres marketplaces comme Vinted par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que tu es en concurrence avec des marketplaces comme celle-ci? Non, pas du tout. Pas du tout? Et parce pourquoi? que Vinted, je pense que c'est un peu confus, mais Vinted font de la seconde main, c'est-à-dire que ça va être toi et moi qui vendons nos produits qu'on veut jeter, au lieu de les jeter, on se fait un peu d'argent dessus. Nous on travaille avec des professionnels. Et aujourd'hui vous êtes combien du coup? On est 8. 8? Et comment tu as choisi un peu ton équipe? Comment, vers quelles compétences tu t'es axé? Par exemple, beaucoup de tech ou beaucoup de marketing ou... Les expériences professionnelles que j'ai eues avant, pour moi c'était très important de développer un produit de qualité. Donc on a 50% de l'équipe, donc on a 4 développeurs. C'est un peu plus, mais on a 4 développeurs et un CTO. Donc, ensuite on a beaucoup de business development. Donc ouais, voilà. Ouais, non, mais je sais pas comment on dit en français. La place de la tech dans l'équipe est vraiment super importante, plus même que le marketing ou l'aspect développement. Oui, mais c'est parce qu'en fait, chaque startup rentre dans des phases en fait. Le marketing, c'est quelque chose qui arrive dans un moment où en fait le produit est prêt pour rentrer dans un marché. Et en fait, c'est important de pas aller. Il y a 5 ans, c'était possible de lancer quelque chose à moitié fait parce que c'était très innovateur, mais aujourd'hui, avec toutes les startups qui existent,
c'est important que le produit soit prêt. Et pour nous, aujourd'hui, ça n'a aucune importance en fait d'ajouter, de faire du paid marketing. De la publicité sponsorisée. Voilà, sponsorisée parce qu'on a des priorités qui sont pas forcément... Sur le marketplace, il y a toujours la demande et l'offre. Et chaque chose en son temps. Ok. Et qu'est-ce qui a été le plus dur à acquérir? Ça a été la demande ou l'offre? C'est l'offre. L'offre. Donc l'offre, c'est ce que font les business développeurs, d'aller contacter. Ok. Pour nous, ce qui est important maintenant, c'est d'avoir des friperies avec nous. C'est pas forcément que les gens aillent dépenser de l'argent sur notre site. Donc c'est important qu'on puisse avoir des vendeurs tout le temps qui viennent de 4 coins du monde et qui s'enregistrent avec nous, pour qu'ensuite, quand on commence à faire du marketing sponsorisé, qu'en fait on ait suffisamment de produits à offrir aux consommateurs. Et admettons que moi je sois un vendeur, est-ce que j'ai la possibilité de m'enregistrer directement sur la marketplace, ou est-ce qu'il faut passer en one-to-one avec les business développeurs pour devenir partenaire? Donc c'est possible de s'enregistrer directement. Par contre, en contrepartie, il y a une sorte de screening qui se fait et on a la possibilité de fermer une boutique si elle répond pas à nos critères. Donc vous avez un gage de qualité qui doit être respecté par les vendeurs. Dans l'équipe que tu as, comment vous abordez la question des réseaux sociaux? Est-ce que c'est un plus, ou est-ce que vous le considérez comme un point clé? C'est notre première chaîne d'interaction, en fait, d'engagement avec nos vendeurs et nos consommateurs. Donc c'est, par exemple, Instagram, c'est une de nos chaînes les plus importantes. Vous avez fait le choix de sélectionner une personne qui soit dédiée à la gestion des réseaux sociaux, ou c'est quelqu'un qui l'utilise de temps en temps en plus de ses tâches? C'est important d'avoir une communication qui soit constante et donc on a une personne qui est dédiée pour ça, mais par contre derrière chaque post il y a une stratégie derrière qui en fait est reflétée en fait dans tous les autres channels. Ça veut dire qu'un post sur Instagram va aussi avoir une autre version avec le même thème sur Facebook, sur le site internet, et en fait c'est multiplateforme en fait. Au niveau de la ligne éditoriale qui est construite, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Par exemple, est-ce qu'il y a des posts qui sont faits directement pour vendre, pour inciter à l'acte d'achat, alors que d'autres, c'est juste pour entretenir la relation, plus de la ligne éditoriale que vous avez? Sur Instagram, c'est une chaîne qui est dédiée à l'inspiration. Et c'est important en fait d'avoir une balance entre ce qui est de la vente et de l'inspiration, parce que si on est trop agressif en termes de vente, l'engagement va décliner. C'est important d'avoir cet équilibre entre la vente, l'inspiration, le lifestyle. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as des KPI, enfin des indicateurs qui te permettent de savoir si oui ou non tu es en bonne position ce mois-ci, et qu'est-ce que cela implique derrière? Donc ça va être le nombre de vendeurs, le nombre de produits qu'ils vont mettre sur la plateforme, ça va être la proportion de produits achetés par rapport au nombre de produits qui ont été mis en ligne. Et ensuite ça va être au niveau des clients, ça va être les clients qui reviennent, le trafic qui revient, c'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre de personnes qui vont venir une fois, qui vont venir 2 fois, 3 fois, ça c'est important. Et puis c'est de voir comment les personnes interagissent et engagent avec notre contenu. Et la plupart de votre contenu, il est organique ou sponsorisé? Et si vous faites des campagnes sponsorisées, c'est combien de fois par an par exemple? Et est-ce que vous êtes prêt à investir un budget conséquent dans du sponsoring? On a la chance d'avoir énormément de trafic organique, parce que au fait qu'on soit les premiers à vraiment s'intéresser à ce domaine, à cette industrie. Et forcément, il va y avoir un moment où on va rentrer dans une phase où l'entreprise sera bien plus globale, aura une taille un peu plus importante, où les budgets vont devenir plus conséquents quand il s'agit de marketing. Mais si on est capable d'optimiser la plateforme dès le début en termes de SEO, avoir aussi savoir comment retenir les clients, c'est des choses qui peuvent aider à réduire les coûts en fait,
dans le futur, parce que il y a énormément de startups qui dépensent beaucoup trop en acquisition et ce genre-là, qui en fait n'a pas forcément besoin d'être si en fait la plateforme et le produit est optimisé pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui ta marketplace dispose d'un blog? Quelle est l'importance du blog en 2018 selon toi? C'est très important. Très important de créer du contenu parce qu'il y a tellement de choses en mode. Dans la mode, il y a tellement de joueurs, on va dire ça comme ça, dans la mode qu'en fait, il faut avoir un contenu qui soit intéressant. Il faut commencer à créer des marques avec des histoires à raconter, avec du vrai contenu et pas forcément... Puis le contenu, c'est du marketing aussi. Oui. Donc ça peut être... à la fois, on a fait un article sur Stranger Things. Parce que c'est dans les années 90 et ça nous permet de parler de choses intéressantes, des choses dont les gens peuvent s'associer. Et voilà, après, le problème c'est qu'il y a de plus en plus de blogs, donc c'est vrai qu'il y a de la concurrence et comment se retrouver un peu en haut de l'échelle, c'est assez difficile, mais c'est vraiment important de créer un contenu qui soit authentique et qualitatif, de qualité et qui soit pas juste du contenu en fait. Du coup, le blog c'est hébergé sur le site web même, mais est-ce que ça pourrait être intéressant de l'héberger sur Medium par exemple, ou qu'est-ce que tu penses des autres plateformes comme ça? Parce que c'est vrai que c'est difficile lorsqu'on crée son site internet ou son business, on a le choix entre avoir notre propre blog sur le site web, mais on peut aussi avoir un médium, et après on nous dit que si on partage sur les deux plateformes, ça a des risques de duplicate content et du coup de baisser la visibilité du site. Donc comment toi tu l'abordes cette problématique? Moi je pense que déjà Medium les personnes qui lisent Medium recherchent des choses bien particulières et c'est plus le blog c'est toujours l'inspiration, surtout dans la mode. Ça veut dire j'ai porté ça, machin, photo avec les liens, les trucs. Par contre quand il s'agit de Medium, ça va être presque plus l'éducation en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous on fait, donc moi j'ai ma chaîne, j'ai des articles Medium en tant qu'entrepreneur, en tant que CEO de l'entreprise. Donc je crée du contenu en rapport avec TPH, mais mais les thèmes sont bien différents du blog, parce que le blog c'est dédié à TPH, au vintage. Et par contre, mais en même temps, ça permet d'avoir des liens en fait qui se complètent. Toi, du coup, en tant qu'entrepreneur, le médium, c'est plus sur l'analyse du fonctionnement de ton business et sur... c'est pas partager mon expérience. Ok, je vois. Et donc, tu m'as dit, vous avez une personne qui est dédiée à la gestion des réseaux sociaux. Quel réseau social il va favoriser, du coup sur sa gestion du temps? Est-ce que dans le monde du vintage et de la mode de manière plus générale, Instagram a la place la plus importante en 2018? Disons que Instagram pour nous c'est la chaîne la plus importante, mais ça dépend aussi du contenu. C'est-à-dire que Facebook c'est mieux pour les ventes, mais c'est les ventes directes qui vont être un peu plus agressives. C'est-à-dire qu'on va avoir une fiche produit avec le prix, la description, la taille, et c'est un achat qui est plus rapide. Instagram ça va être de l'inspiration. Donc au lieu d'avoir un produit, on va avoir un look. Et on va dire voilà, ça nous on est inspiré par ça aujourd'hui, voilà. Et donc ça dépend vraiment du contenu, mais nous on se focalise sur Instagram pour le moment. Snapchat par exemple, on va utiliser plus en tant que système ou outil pour en fait nos ambassadeurs qui vont utiliser notre chaîne pour en fait attirer des gens. Parce que nous, créer du contenu sur Snapchat, pas forcément intéressant, mais par contre si on donne les accès à un ambassadeur qui a déjà une communauté, qui va faire amener du monde, et à chaque fois on est un peu comme ce que vous faites ici. C'est que sur des moments un peu plus temporaires, en fait ça a plus d'impact. Est-ce que tu as déjà travaillé avec des influenceurs et si oui, est-ce que c'est vraiment nécessaire en 2018 de lancer des campagnes influenceurs ou on peut très bien s'en sortir sans? Je pense qu'on peut s'en sortir sans, ça aide, après ça dépend, il faut savoir bien choisir ses influenceurs. Et ça n'a pas forcément à voir avec le nombre de followers ou la communauté de la communauté, ça a à voir avec l'engagement. Et des fois c'est mieux d'avoir quelqu'un qui a 1000 followers mais avec qui ils interagissent tout le temps, plutôt que d'avoir quelqu'un qui en a 120 000, et en fait parce qu'on va se retrouver à un moment où la marque va devenir accessoire. C'est-à-dire qu'en fait les consommateurs vont suivre l'influenceur, ne suivent pas la marque. Alors que quand on a quelqu'un qui est un micro-influenceur, qui est plus petit mais qui a plus en fait d'impact en fait avec sa communauté, du coup ça devient plus intéressant et on va avoir
un retour sur investissement ou peu importe qui est plus important. Ok. Donc moi je travaille pas avec des gros influenceurs. Quand tu travailles avec un influenceur, donc tu nous parlais de la manière dont tu le sélectionnais et que le nombre de followers ça n'avait pas forcément énormément d'importance. Mais à la fin de la campagne que tu as menée avec lui, qu'est-ce que tu vas mesurer pour savoir si oui ou non ce partenariat avec lui a été intéressant? Est-ce que ça se fait via des codes promo où tu vas pouvoir mesurer le nombre de ventes faites ou comment ça se passe? Ça dépend du format parce qu'il y a énormément il y a des compétitions, il va y avoir des codes promo, il va y avoir différents types de collaborations avec des influenceurs. La manière de calculer, ça dépend de l'objectif en fait. Je pense que quand vous mettez en place une stratégie avec un influenceur, vous devez avoir un objectif précis. Ça va être engagement sur Instagram, ça peut être le nombre de ventes, ça peut être sur une campagne spécifique, le nombre d'intérêts, le trafic sur le site internet. Et en fonction de ça, en fait, vous avez vos KPIs. Donc c'est pas toujours les mêmes chiffres, les mêmes références. Ok, donc ça s'adapte en fonction du type de campagne que tu réalises. C'est ça. Et si demain il arrivait un malheur, tu perdais ton compte Instagram, qu'est-ce que tu ferais en premier pour le relancer et pour que ce soit pas très impactant au niveau de tes ventes et de la bonne santé de ta marketplace? Quelles seraient tes premières actions que tu ferais pour rétablir le tir? L'avantage qu'on a, c'est vu qu'on est une plateforme globale, on a des comptes d'autres pays. Donc on a un compte japonais. Ok. On a un compte coréen. Ok. On a un compte... Instagram? Oui. Ok. Et donc on a un peu de visibilité à ce niveau-là, donc on ne perdrait pas complètement de visibilité sur Instagram. Je pense que ce serait pas... si impactant que ça. Parce que si ça devait arriver, un article dans la presse, parce que c'est arrivé, c'est intéressant pour tout le monde, ça veut dire que notre communauté serait au courant, et au moment où on relance, c'est comme toutes les célébrités qui arrêtent leur compte Instagram et qui du jour au lendemain on recommence un nouveau et en fait il y a pas de problème. parce qu'en fait il faut juste savoir comment communiquer ce genre d'événements. Donc ça serait peut-être la solution pour retrouver ta communauté, ça serait de communiquer via un autre média pour leur dire que tu as eu un problème. Facebook par exemple. Ok, bah pour moi je pense que c'est bon. Très bien, pour moi aussi. Et est-ce que tu peux nous rappeler rapidement qu'est-ce que c'est TPH? Donc TPH c'est une plateforme digitale qui vous permet d'acheter des fruits dans les friperies du monde entier. Donc on est un des premiers réseaux dédiés au shopping vintage en ligne, si c'est français. Donc vous pouvez nous retrouver sur tph.co. Ok. Voilà. Et on est basé à Stockholm, mais vous pouvez acheter dans des boutiques dans les 4 coins du monde. Ok, cool. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci. Ouais.